Bonsoir, bienvenue à cette conférence des présentations d'un cas pratique d'Ayurvedisch. Voyons voir si tout se passe bien. Est-ce que les micros est bon? Oui, l'image, ça a l'air bien aussi. Très bien. Je vois que vous êtes maintenant une quinzaine. Ah, attends, vous êtes en salle d'attente. On va tout admettre. Je ne savais pas que j'avais mis la salle d'attente. Est-ce qu'on peut l'annuler? Non. Si, je vais voir comment. Parce que sinon, je dois vous inviter manuellement. Ah oui, j'ai désactivé la salle d'attente. Donc, a priori, maintenant, vous allez pouvoir vous connecter directement. Alors, il est où la réunion? Voilà. Voilà, bonsoir. Alors, il y a Shaima, Hélène, Sylvie, Nathalie, Zoé, Trini, coucou, Gaëlle, Elsa, Stéphanie, Sylvien, Sandrine, Valérie et d'autres personnes qui sont en train de se connecter. Je vois déjà des coucous aussi dans les chats. Alors, pour Shaima, je vois que tu as déjà activé ton micro. Si tu veux activer aussi ta caméra, ah voilà, parfait. Coucou. Voilà, on va attendre encore peut-être quelques minutes que d'autres gens nous rejoignent. On est 23 pour l'instant. Bienvenue, bienvenue. J'ai une petite tisane ici. Ah, je vais ouvrir la présentation en attendant pour moi. Et on va commencer. Tu veux. Alors, Shaima va partager quelque chose au début et à la fin de la conférence de la part d'Ayurveda et Conscience. Donc, peut-être que je te laisse commencer, Shaima. Oui, Allez, alors bonsoir je vais tout le arrêter mon monde. micro. Bonsoir tout le monde. Donc, du coup, on est heureux de pouvoir vous accueillir dans cette conférence dans laquelle on va parler d'Ayurvedisch. Enfin, Natalia va parler d'Ayurvedisch, donc d'astrologie médicale védique. Donc, on a fait ça pour essentiellement les personnes qui ne connaissaient pas forcément l'astrologie védique. Pour celles qui connaissent, c'est bien aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même un domaine très complexe et du coup, tu confirmes, Natalia. Et en fait, le cas pratique, ça va être super parce que du coup, on va pouvoir, ça va être plus explicite, si je puis dire. Et aussi, voilà. Donc, après, si vous avez des questions, je pense que vous pouvez le partager dans le chat, si tu es OK, Natalia. Et du coup, je reviendrai à la fin pour qu'on puisse voilà, vous informer puisque l'école organise un cursus en Ayurjyotish en juillet, donc c'est bientôt, avec l'astrologue védique Raphaël Kalef. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il y a encore des places. Donc voilà, je laisse la place à Natalia. Et bonne conférence. Merci beaucoup, Shaima. Et du coup, je vais ouvrir ma présentation. Voilà. Partager l'écran. Voilà, comme disait Shaima, n'hésitez pas à écrire vos questions dans les chats et à la fin de la conférence, si on a du temps, si on veut consacrer du temps à répondre aux questions, je répondrai aux questions dans les chats et si vous voulez aussi peut-être ouvrir vos micros et tout ça à la fin, si vous pensez que c'est plus simple pour vos questions, on pourra faire ça aussi. Et du coup, voilà, partager écran, diaporama. Très bien, j'espère que vous voyez bien la présentation. Je mettrai les chats ici à côté. Voilà, je vois quelques-unes de vos têtes dans l'autre côté, donc c'est sympa. Donc, bienvenue à cette conférence des présentations d'un cas pratique d'Ayurvedisch. Je commence par me présenter. Donc, moi, c'est Natalia, espagnole, j'ai 35 ans. Je vis à Valladolid, en Espagne, qui est ma ville natale. Et j'ai vécu en France dès 2011 à 2018, à Grenoble et après à Toulon.
C'est pourquoi, voilà, je parlais bien français. J'ai fait des études en génie industriel, école d'ingénieur, master, doctorat. Et j'ai fait, à la suite de mon doctorat, une reconversion professionnelle dans l'Ayurveda, où je me suis formée 3 ans auprès de Joyce, la directrice de l'école Ayurveda et Conscience sur Paris, de 2017 à 2020. Et c'est en 2020 que j'ai découvert une nouvelle passion qui est les Jyotish ou astrologie védique. Donc voilà, depuis 2020, je me forme au Jyotish et à l'Ayur Jyotish. J'ai commencé avec une formation en Ayur Jyotish avec Raphaël Kalev, qui est le même enseignant qui propose la formation à partir du mois de juillet avec Ayurveda et Conscience. Et ensuite, je me suis formée avec Komila Sutton, qui est une dame indienne qui vit aux États-Unis. Voilà, j'ai fait sa formation de première année. Ensuite, j'ai participé à une conférence qu'elle organise tous les ans. Cette année, elle avait comme sujet Saturne. Et depuis avril, j'ai démarré une formation aussi en astrologie médicale à Jyotish avec cette dame-là. Voilà, j'ai mis une petite étoile parce qu'elle propose les formations en anglais. Et quoi d'autre? Ah oui, et j'ai créé en 2019 l'Académie Ayurveda, qui est un programme en ligne où j'accompagne les personnes qui souhaitent cultiver une relation plus intuitive avec leur corps, leur esprit, apprendre de bonnes habitudes alimentaires et de vie, tout ça voilà, sur les bases de l'Ayurveda. Les inscriptions vont s'ouvrir en septembre. Et qui sait si d'ici quelques mois ou quelques années, je vais faire une académie Jyotish, on verra bien. Et ici, voilà mes infos de contact, quand vous voulez les savoir. Mon site web, nathalieavril.com, contact@nathalieavril.com, c'est mon email. Et sur YouTube, Facebook et Instagram, pareil, Nathalie Avril. J'ai fait des vidéos sur YouTube pour parler Ayurveda notamment. Donc, si vous voulez regarder des choses sur l'Ayurveda, c'est par là. Et sur Facebook, je suis assez active. Sur Insta, un peu moins. Et pourquoi cette conférence? Donc voilà, Shaima l'a très bien expliqué au début. Ayurveda et Conscience propose une formation en Ayur Jyotish qui est surtout destinée aux praticiens ayurvédiques ou aux professionnels de la santé. Mais je pense que si vous êtes juste curieux pour vous-même, vous pouvez aussi faire cette formation. Et sur la chaîne YouTube d'Ayurveda et Conscience, il y a déjà une vidéo d'une vingtaine de minutes des présentations du cursus faites par Raphaël Kalev, l'enseignant. Donc, si vous ne l'avez pas regardé et que vous voulez voir qu'est-ce qu'est l'Ayur Jyotish, quels sont les objectifs de la formation, etc., je vous invite à voir ça parce que moi, là, je ne vais pas parler de ça, je vais presque passer direct aux choses plus pratico-pratiques. Mais voilà, je vous invite à regarder cette vidéo si les cursus et si voilà, connaître d'une façon plus théorique l'Ayur Jyotish vous intéresse. Et aussi, c'est toujours un plaisir d'entendre Raphaël Kalev, à mon avis. Et voilà, au programme pour cette conférence, je vais vous apprendre ce qu'on pourrait décrire comme les langages du Jyotish, c'est-à-dire comment lire un thème astral védique, quelles infos sont là, quel est un peu le vocabulaire et tout ça derrière un thème astral védique. Après, on va passer plus à l'interprétation. Okay, une fois qu'on connaît les langages, une fois qu'on connaît les lettres, comment est-ce qu'on forme des mots pour créer des phrases, mais en mode Ayur Jyotish, c'est tout ça, voilà, on va le voir avec les cas pratiques. Et à la fin, je pourrais prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Okay. Comme je disais tout à l'heure, je vous invite à écrire dans les chats tout au long de la conférence. Voilà, je regarderai dès qu'il y aura des choses écrites dans les chats et voilà. Et si ça concerne ce que je suis en train d'expliquer, eh ben, je prendrai le temps de répondre. Donc, c'est parti. Voilà, dans les inscriptions pour cette conférence, vous étiez plus de 150 ou 160 personnes inscrites et on vous avait demandé connaissez-vous les Jyotish auxquels la plupart, plus de la moitié des gens ont dit non, plus d'un quart des gens ont dit un peu et moins d'un quart ont dit oui.
Du coup, voilà, ça fait que je vais essayer de faire la présentation la plus apte pour débutants. Voilà, ici, une belle phrase. Si je ne me trompe pas, c'était Raphaël Kalev qui l'avait dit dans la formation que j'ai suivie avec lui. L'Ayurveda est un océan des connaissances, l'Idiotiche une galaxie. Voilà, pour que vous puissiez peut-être avoir une idée de dans quelle dimension on est dans l'Idiotiche. Voilà, l'Ayurveda, c'est déjà énorme, et ben, l'Idiotiche encore plus. Du coup, aujourd'hui, je vais présenter les bases, mais vraiment les bases du Jyotish et de l'Ayurvedish pour débutants. Les cas pratiques que je vais vous présenter et simplifier, voilà, pour que vous puissiez comprendre les quelques concepts que je vais partager avec vous. Je ne vais pas utiliser des noms en sanskrit pour les planètes, pour les signes, pour les maisons, voilà, pour aussi simplifier. Et que vous n'ayez pas mal à la tête ce soir ou après pour les gens qui regarderont un replay. Et il y a des concepts qui sont aussi des bases et que je ne peux pas traiter à la conférence par manque du temps, parce que sinon on aurait besoin des 5 heures de conférence, comme les aspects, les yogas, les transits ou les nakshatras. Voilà, je les mentionne pour les gens qui les connaissent. Les gens qui ne connaissent pas, dites-vous que vous aurez une autre occasion pour les découvrir à un autre moment. Et voici l'énoncé de l'exercice. Voilà, quand j'ai fait ma formation d'Ayurvedish, à la fin, on devait rendre un contrôle des connaissances avec des questions théoriques et des questions plus pratiques. Et on avait 2 cas pratiques à faire avec des gens qu'on connaissait pour analyser leur thème astral. Et donc, ça, c'était un peu l'énoncé d'un des cas pratiques qui était analyser les thèmes d'une personne dont vous connaissez les pathologies et l'historique des maladies. Voilà, ce qui est, on va dire, quand on est thérapeute en Ayurveda ou dans un autre domaine de la santé, c'est un peu ça, ce qu'on connaît, les pathologies et l'historique de la maladie. Et avec l'Ayurvedish, on doit expliquer les positions planétaires qui sont à l'origine du développement de ces pathologies. On peut aussi montrer comment le développement des pathologies est lié aux périodes planétaires de la personne. Voilà, un autre concept que je vais expliquer, celui des périodes planétaires. Et après, proposer un programme de rétablissement de la santé basé sur les remèdes du Jyotish. Parce que les Jyotish, c'est super pratique, c'est-à-dire que les thèmes astrales, ce n'est pas des choses qui sont fixes pour la vie et c'est une fatalité et on apprend des choses et c'est tout. Non, on peut avoir plein de remèdes pour pouvoir modifier la façon dont les énergies planétaires vont nous affecter dans notre vie en général ou dans notre santé quand on est voilà, dans des domaines plus spécifiques de l'Ayurvedish. Donc voilà, on va voir tout ça aussi. Et les cas pratiques que j'ai suivis, c'était d'une femme de 49 ans. Voilà, je lui demandé son accord pour voir si je pouvais vous présenter anonymement son cas et elle a accepté. Et en février 2013, elle était diagnostiquée d'un cancer du sein. De 2013 à 2017, elle a suivi plusieurs opérations et traitements, entre autres radiothérapie et chimiothérapie. Et aujourd'hui, son état de santé est correct et elle suit un traitement d'immunothérapie tous les 21 jours. Donc voilà, je vais essayer de répondre aux questions du cas pratique avec ces infos-là en me basant sur les thèmes astrales de la personne. Donc, première partie, comment lire un thème astral védique. Donc, pour obtenir un thème astral, on a besoin de la date de naissance d'une personne, de son heure de naissance et de son lieu de naissance. C'est qui la plupart de nous avons écrit dans notre, comme on dit, extrait de naissance, je pense qu'on dit en français. Il y a des personnes qui ne connaissent pas l'heure de naissance. Si on ne connaît pas l'heure de naissance, on ne peut pas connaître précisément les thèmes astrales. Donc voilà, c'est nécessaire d'avoir ces 3 infos. Et après, on a besoin d'un outil informatique
voilà, on vit dans une période de l'humanité où on a développé des outils informatiques pour faire des thèmes astro, ce qui est très pratique. Et j'utilise un outil qui est Parasaras Lite, qui est payant. Je ne sais pas si ça coûte autour de 300 euros. Voilà, il existe d'autres outils gratuits, dont un qui présente Raphaël dans la formation, Jagannatha Aura. Et après, il y a des applications pour les portables, ce qui peut être aussi pratique, mais qui sont un peu plus limitées, surtout parce que nous, les humains, on a une invention qui s'appelle les changements d'heure, qui n'est pas, je ne sais pas, les changements d'heure, on ne l'applique pas dans l'histoire, surtout du XXe siècle, et de façon continue. Donc, et des fois, c'est là que ça peut être un peu problématique. Et par exemple, cet outil-là, Parasaras Lite, il prend en compte tout ça automatiquement. Voilà. Et un thème astral est composé principalement des 12 maisons, des 12 signes et des 9 planètes. Et qu'est-ce que ça donne? Voilà ce que ça peut donner. Bon, ça peut donner. Voilà ce que ça donne pour les cas pratiques de cette femme de 49 ans. Voici son thème astral. Dans les yotis, il y a deux façons de représenter les thèmes astrales. À gauche, on voit les thèmes représentés selon les modèles de l'Inde du Nord, ce qu'on appelle aussi les thèmes en diamant. Et à droite, on voit les thèmes représentés selon les modèles de l'Inde du Sud. Mais les deux nous donnent exactement les mêmes informations. Et ce que j'ai vu surtout avec ma formatrice Komila, la dame indienne qui vit aux États-Unis, c'est que quand elle présente des cas pratiques, elle aime toujours mettre les deux. Parce qu'on ne sait pas, voilà, les personnes qui se sont formées avant, si elles sont plus fait une formation avec l'Inde du Nord, l'Inde du Sud. Et c'est vrai que quand on est habitué à lire les thèmes avec une représentation, c'est un peu compliqué de passer à l'autre parce que voilà, notre tête s'est fait à ça et on a développé peut-être des façons de penser, de réfléchir par rapport à une représentation. Moi, personnellement, avec Raphaël, j'ai appris l'Inde du Nord. Et Komila aussi utilise surtout ça. Donc, c'est ça que je vais vous expliquer, mais ne vous inquiétez pas pour les personnes qui sont peut-être habituées à regarder les thèmes de l'Inde du Sud. Quand je passerai à l'interprétation, il y aura les deux modèles visibles. Mais pour mon explication aujourd'hui, je vais faire que l'Inde du Nord. Donc, dans ce thème-là, on a les maisons qui sont fixes. Et les maisons, ce sont les triangles ou les losanges qu'on voit dans ce thème. Donc, voilà, les premières, on va dire, losanges, c'est la première maison, first house. Et après, dans les sens inverses des aiguilles d'une montre, on va voir la deuxième, la troisième, quatrième, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et dans la première maison, c'est notre ascendant. Notre ascendant, c'est les points qui étaient à l'est pendant les moments où nous sommes nés. Et pour la Jyotish, ou les Jyotish en général, ce n'est pas une planète, mais c'est un point très, très important. Et donc, voilà, on va parler pas mal de l'ascendant quand je vais vous présenter les cas pratiques. Donc, voilà, ça, c'est les maisons. Et donc voilà, les maisons sont fixes et vous voyez dans les thèmes qu'il y a des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 qui correspondent aux maisons. Ça n'indique pas les maisons, ça indique les signes, comme on va les voir plus tard. Voilà, dans les thèmes de l'Inde du Nord, les maisons voilà, sont celles que je viens de vous montrer. Et il n'y a pas de numéros, il n'y a rien qui indique qu'il s'agit de la maison 1 ou 10 ou 4 ou autre. Et les maisons indiquent des différents aspects de notre vie. 12 aspects de notre vie. La maison 1 représente les corps, la santé, la physiologie, les potentiels d'immunité. Donc, pour la santé, ça va être une maison très importante à analyser. La maison 2 représente la richesse. La maison 3, le courage. La maison 4, les bonheurs.
La maison 5, la créativité, aussi les karmas positifs des vies passées. C'est une maison qui est assez positive pour la personne. La maison 6, maison des maladies, elle représente les maladies, les inimitiés, les conflits, les obstacles. Donc, puisque c'est la maison des maladies, ça va être une maison très importante à analyser en Ayurveda Jyotish. Maison 7, les couples. Maison 8, la mort. C'est aussi la maison des maladies chroniques. Donc, ça va être aussi une autre maison dans laquelle en Ayurveda Jyotish, on fait pas mal d'attention. Maison 9, protection. Qui est une maison positive pour la personne, qu'on va aussi analyser pour savoir où peuvent se trouver les ressources positives d'une personne, qui représente la bonne chance, les opportunités, etc. Maison 10, l'action. Maison 11, les profits. Maison 12, les pertes. Et voilà, les pertes, ça peut être aussi les pertes de santé, en quelque sorte. Et c'est aussi une autre maison qu'on analyse en Ayurveda Jyotish. Je n'ai pas tout lu, mais voilà, vous savez là quelques mots-clés qui peuvent vous aider à comprendre chacune des 12 maisons. Mais voilà, je ne vais pas passer plus de temps à les expliquer, mais n'hésitez pas à revenir quand la vidéo sera en replay dans la chaîne YouTube d'Ayurveda et Conscience. Vous pourrez regarder ça à nouveau. Donc, on connaît maintenant les maisons. Maintenant, les signes. Les signes dans les thèmes de l'Inde du Nord sont indiqués par un numéro. Et en Jyotish, en astrologie védique, un signe occupe une maison. Donc, les signes indiqués par les numéros 1, c'est les béliers, 2, taureau, 3, gémeaux, 4, cancer, 5, lion, 6, vierge, 7, balance, 8, scorpion, 9, sagittaire, 10, capricorne, 11, verseau et 12, poisson. Donc, dans ces thèmes ici, de cette femme, l'ascendant tombe en bélier. Donc, c'est la maison 1 est occupée par les signes numéro 1. Mais ça pourrait ne pas être le cas. Et ici, pour vous montrer un exemple très vite, ça c'est les thèmes de quelqu'un qui serait né à Valladolid, donc dans ma ville, à 19h, à l'heure où a commencé cette conférence aujourd'hui. Et ben, les thèmes seraient comme ça. Et on voit que dans la maison numéro 1, je ne sais pas s'il y a les... Comment faire pour même mettre un marqueur. Je sais pas est-ce que vous voyez la souris si je la bouge dans l'écran? Je pense qu'il y avait un truc un peu plus joli, plus marqueur sur Zoom. Je ne me souviens pas. Oui, Anne-Sophie dit oui, parfait. Bon, je vais faire juste avec la souris. Voilà, dans la maison numéro 1, où c'est toujours écrit AS, qui veut dire ascendant, et bien là, on voit qu'il y a les numéros 8. Et les numéros 8, c'est les scorpions. Donc, pour une personne qui serait née aujourd'hui à 19h dans ma ville, et ben, cette personne-là serait ascendant scorpion. Et dans la maison 1, il y aurait les scorpions. Dans la maison 2, les sagittaires. Maison 3, capricorne, etc., etc. Voilà, toujours par les mêmes ordres. Tac, tac, tac. Donc voilà, ne pensez pas que comme dans les thèmes d'avant, il y avait les numéros 1 dans la maison 1, c'est toujours le cas. C'est juste pour les personnes qui sont ascendants bélier, qui est le signe numéro 1. Et quand j'ai démarré ma formation d'Ayurveda Jyotish, je ne connaissais rien en astrologie, je ne connaissais même pas l'ordre des signes. Donc si c'est votre cas, eh ben, ça va venir. Maintenant, je les connais. Avant, je ne connaissais pas. Et je ne connais même pas les signes de mes ex-copains. Donc, pour vous dire à quel point je ne m'intéressais pas à l'astrologie. Maintenant, je suis curieuse de voir leur thème védique. Mais je ne connais pas leur heure de naissance. Et de toute façon, je préfère leur laisser faire leur vie tranquille. Et enfin, voilà, on a vu les maisons, les signes, et derrière, les planètes. Les planètes sont indiquées par leur initiale et les degrés où ils se trouvent dans les signes. AS, ce n'est pas une planète parce que c'est juste un point, voilà les points où il y avait la direction Est, Canon est né, mais voilà, on l'indique avec AS.
Et bon, après, voilà, c'est un outil qui est en anglais, donc ça vient tout de l'anglais, donc M-O, Moon, donc c'est la Lune, S-U, Sun, Soleil, Jupiter, Vénus, Mercure, Mars, Saturne, Raoult et Ketu. Raoult et Ketu ne sont pas des planètes physiques, ce sont ce qu'on appelle les nœuds lunaires, et très très important en diétisme. Je ne vais pas trop parler des Raoult et Ketu aujourd'hui, mais voilà, sachez qu'ils sont toujours présents dans les thèmes, j'allais dire dans les charts, comme on dit en anglais. Et voilà, très important, ces deux planètes ombres, qu'on dit, shadow planets. Les degrés vont de 0 à 30. Et si jamais après les planètes, il y avait un R, par exemple SAR majuscule, ça veut dire que la planète est rétrograde. Les planètes rétrogrades peuvent être Jupiter, Vénus, Mercure, Mars, Saturne. La Lune et le Soleil ne sont jamais rétrogrades et Raoult et Ketu sont toujours rétrogrades. Qu'est-ce que ça veut dire rétrograde? Quelle est la direction dans les thèmes ou dans ce qu'on peut voir dans le ciel? Ça, c'est comme si la direction changeait et qu'ils vont vers l'arrière. C'est une illusion optique de quelque chose qu'on voit depuis la Terre, mais ça ne veut pas dire que la planète a changé de direction. Donc, voilà. Et les planètes, donc pour ces cas pratiques, donc on a l'ascendant qui est placé à 21 degrés 51 minutes dans les signes du Bélier, dans la maison 1. Bon, l'ascendant, c'est toujours la maison 1. La Lune, elle est 19 degrés 38 minutes, signe du Verseau, dans la maison 11. Les soleils, 17 degrés 56 minutes, signe des Poissons, maison 12. Jupiter, 13 degrés 29 minutes dans les Capricornes, maison 10. Vénus, 15 degrés 46 minutes dans les Poissons, en maison 12. Mercure, 22 degrés 37 minutes Verseau, maison 11. Mars, 10 degrés 22 minutes Capricorne, maison 10. Saturne, 22 degrés 6 minutes Taureau, maison 2. Raoult, 18 degrés 58 minutes Sagittaire, maison 9. Et Ketu, même degré, parce qu'ils sont toujours l'opposé l'un de l'autre, mais dans les Gémeaux, maison 3. Donc maintenant, vous connaissez les langages du Jyotish, vous savez lire un thème, vous savez qu'est-ce que ça veut dire si voilà c'est écrit SA 2206 avec un numéro 2 dans ces coins-là, et ben vous savez plus ou moins ce que ça veut dire. Chantal demande comment savoir les degrés positionnels d'une personne. Je ne comprends pas ta question, Chantal. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu parles par degré positionnel d'une personne? En fait, tu sais, tu montres les degrés là, de l'ascendant, de Saturne, de Vénus, etc. C'est le placement, en fait, tu sais, 21,52 degrés. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure avec un outil informatique où on met la date de naissance de la personne, l'heure de naissance et son lieu de naissance. Et après, tu obtiens tout ça automatiquement. Et avant qu'ils aient justement tous ces outils informatiques, comment ils faisaient pour savoir? Pardon? Avant qu'ils aient tous ces outils informatiques, comment ils faisaient pour savoir? Ils faisaient manuellement, avec des tableaux et des choses mathématiques très, très complexes. Donc, ils pouvaient passer des jours et des jours et des semaines jusqu'à faire les thèmes astrales d'une personne. Et aujourd'hui, on peut le faire dans une minute. Ok, super. Merci, Natalia. Merci à toi pour ta question. Voilà pour les premières choses qui, les gens qui vous connaissez déjà, et vous connaissiez déjà, c'est peut-être un rappel. Maintenant, quelques significations des planètes, parce que les planètes ont une signification. La Lune, ça représente la mer, les mentales, les émotions, les bonheurs. Les soleils, les pères, l'âme, la capacité de rayonnement. Jupiter, l'époux, la sagesse, l'enseignement spirituel. Vénus, c'est l'épouse, les mariages, la beauté, l'art. Mercure, c'est l'intelligence, la communication, les commerces, la diplomatie.
Mars, ce sont les frères, les courages, les accidents, la violence. Et Saturne, ce sont les maladies, les obstacles, la souffrance et la mort. Comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas parler des Rahu et Ketu parce que ça va un peu complexifier pour cette présentation des bases, mais sachez qu'en Jyotish, on parle des Nava Graha. Nava, c'est 9 et Graha, c'est planète. Donc, ils sont bien compris quand on parle de Jyotish, toujours prendre en compte Rahu et Ketu. Et ça, c'est une description générale. Et aussi, voilà, chaque planète, à part ça, a plein d'autres significations. Et certaines de ces significations-là sont en lien avec la santé et du coup avec ce qu'on pourrait appeler l'ayurvédique, l'astrologie médicale. Donc, chaque planète va représenter certaines parties du corps et va être aussi en lien plus ou moins direct avec certaines maladies. Donc, la lune, par exemple, c'est l'estomac, c'est la poitrine, ce sont les psychoses, parce que la lune, c'est les mentales. En ayurvédique ou en jyotish en général, la lune, c'est surtout les mentales, comment on perçoit le monde. Les émotions, ça, c'est déduit un peu du mental. Et ce n'est pas soleil mental, lune, émotion. La lune, c'est une planète très importante en jyotish, même plus que le soleil. C'est aussi les maladies du sang. Donc voilà, pour notre cas pratique de la femme qui a eu un cancer du sang, eh ben, la lune va jouer un rôle important. Les soleils, c'est les cœurs, la vision, anémie, hypotension. C'est que des exemples aussi. Hein. La liste est beaucoup plus longue. Jupiter, c'est les graisses, les pancréas, diabète, obésité. Vénus, ce sont les reins, les organes sexuels, dérèglement hormonal. D'ailleurs, Vénus, en sanskrit, s'appelle Shukra. Pour les gens qui connaissent l'Ayurveda, Shukra, c'est le 7e tissu, les 7e dhatu. Mercure, c'est les cerveaux, la peau, les systèmes nerveux, ce sont les vertiges. Mars, c'est le sang, les infections, les inflammations, tout ce qui est chirurgie. Et Saturne, côlon, les maladies chroniques et dégénératives. Donc voilà aussi pour que vous ayez une petite idée de ce que chaque planète peut représenter dans un thème. Maintenant, un concept de base un peu plus avancé, c'est que chaque signe va être gouverné par une planète. Donc, je vais vous présenter ce qu'on peut appeler en jyotish les cabinets célestes qui nous aident à nous rappeler plus ou moins facilement de quelle planète gouverne chaque signe. Donc, les rois, eh ben, ça va être les soleils, et les soleils gouvernent eh ben, les lions, qui est le roi de la jungle. Maintenant, à côté du roi va être la reine, du coup, ça va être la lune qui va être placée en cancer. Du coup, la lune gouverne cancer. Ensuite, on va voir les princes. Les princes, c'est Mercure qui vont se placer à côté du roi et de la reine. Donc, Mercure gouverne la Vierge et les Gémeaux. Ensuite, on va voir les princesses Vénus qui vont être les maîtres de la balance et les taureaux. Après, on va voir les généraux, donc Mars, qui vont gouverner les béliers et scorpions aussi avec Ketu. Ensuite, on va voir les prêtres, qui sont Jupiter, voilà la sagesse, l'enseignement spirituel, qui gouvernent les poissons et les sagittaires. Et enfin, on a les travailleurs, on a Saturne qui gouverne les capricornes et les verseaux. Les verseaux aussi ensemble avec Rahu. Notion très importante. Et la planète qui gouverne un signe va devenir les maîtres de la maison occupée par les signes. Voilà, on avait vu tout à l'heure qu'on a les 12 maisons, on a les 12 signes, chaque signe occupe une maison, et du coup, la planète qui gouverne les signes qui est placée dans la maison va être les maîtres de la maison. Donc, en plus des significations que je viens de vous présenter vite fait des planètes, et tiens, le Soleil ressentait ça, la Lune ça, Vénus ça, et comme ils vont être maîtres des différentes maisons, ils vont avoir pour chaque thème des significations particulières en fonction de la maison qu'ils gouvernent, dont ils sont maîtres. On va voir ça, par exemple, dans notre cas pratique.
Dans notre cas pratique, on a dans les premières maisons, l'ascendant, les signes du bélier. Du coup, le maître de l'ascendant va être Mars, parce que Mars gouverne le signe du bélier. Pour la deuxième maison, le maître de la deuxième maison va être Vénus, parce que Vénus gouverne les taureaux. Pour la troisième maison, c'est Mercure, parce qu'il est le maître des Gémeaux. Pour la quatrième maison, la Lune. La cinquième, le Soleil. La sixième, on va voir dans les cas pratiques aussi tout à l'heure dans l'explication, c'est Mercure, le maître de la sixième maison des maladies pour cette personne, pour cet ascendant bélier. Septième maison, c'est Vénus. Huitième maison, Mars et Ketu. Neuvième maison, Jupiter. Dixième maison, Saturne. Onzième, c'est aussi Saturne. Voilà, les maisons gouvernées par Saturne sont toujours l'une après l'autre parce que ce sont les signes 10 et 11, Verseau et Capricorne, Verseau. Et pour les poissons, c'est Jupiter, voilà, les maîtres de ces signes-là. Et du coup, dans ces cas-là, comme les poissons sont dans la maison 12, Jupiter est le maître de la maison 12. Ça, c'est aussi partie intégrante du langage du Jyotish. Dites-moi peut-être dans le chat si c'est clair, ça me rassurerait. J'essaie d'y aller doucement, voilà, pour les débutants. Vous pouvez oui, non, plus ou moins. Ok, pour Stéphanie, elle dit que c'est bien. Pour Amandine aussi, ok, parfait. On continue. Et aussi, Elsa demande, les maisons et les signes sont donnés. Je ne suis pas sûre de comprendre ta question. Les maisons, les signes et les planètes sont donnés pour chaque thème. Donc oui, je pense que la réponse est oui, mais si ce n'est pas ça ta question, je t'invite peut-être à la reformuler ou à ouvrir les micros et la poser. Ok, et lui, elle dit qu'elle a compris. Parfait. Voilà, on continue alors. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en Jyotish et aussi en Adyur Jyotish? On va analyser la force ou la faiblesse des planètes. Le plus forte une planète est, le mieux. Peu importe si c'est une maison, si c'est une planète qui gouverne une maison de santé, une maison comme la maison 1 qui est la maison du corps et de la santé, c'est la maison 6 de la maladie, voilà, peu importe, le plus forte est une planète, toujours, c'est le mieux. Et le plus faible est une planète, et le plus de chances il y a qu'on doit appliquer des remèdes. Des remèdes qu'on va voir tout à l'heure, qu'il existe des remèdes pour renforcer l'énergie planétaire ou pour pacifier l'énergie planétaire. Et il y a de nombreux facteurs à prendre en compte quand on analyse la force ou la faiblesse des planètes. Je vais vous montrer la principale façon de voir ça. Mais voilà, prenez en compte qu'il existe d'autres nombreux facteurs, comme je disais tout à l'heure, des choses qu'on ne va pas traiter, les yogas, les aspects, etc. Ça, on ne va pas traiter. Ça contribue à pouvoir analyser la force ou la faiblesse des planètes. Mais on va voir les premiers facteurs à regarder, qui est les signes où la planète est placée. Et il y a différents types de signes pour chaque planète qui va lui donner des 0 à 100% de sa force. Donc, si une planète est dans son signe qu'on appelle d'exaltation, elle va avoir 100% de sa force. Donc, bonne nouvelle. Une planète peut être aussi dans ce qu'on appelle son signe Mula Trikona, qui est un signe où elle se sent bien, très très bien même, qui lui donne 75% de sa force. Une planète peut être dans son propre signe, les signes que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, par exemple, pour la Lune, ça serait les cancers, pour les soleils, les lions, pour Mercure, s'il est un vierge ou un gémeaux, il est dans son propre signe. Voilà, il se sent bien, voilà, 50% de sa force. S'il est dans les signes d'une planète amie, ça va avoir 25% de sa force. Dans les signes d'un ami d'une planète neutre, 12,5% de sa force.
Dans les signes d'une planète ennemie 6,25 et si est dans son signe de débilitation 0%. Bonne nouvelle, c'est que la débilitation, dans beaucoup de cas, elle est annulée. Mais l'impact des planètes qui sont en débilitation sur la santé peuvent toujours se voir, même si peut-être dans d'autres domaines de la vie, ils ne vont pas se voir. Et, donc, ici, un petit tableau pour vous présenter les signes d'exaltation ou la tricona et de débilitation des 7 planètes, sans compter Rahu et Ketu. Voilà, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. La Lune est exaltée en Taureau, voilà, c'est un signe où elle se sent particulièrement bien, qui est aussi son signe Mula Tricona. Par contre, la Lune ne se sent pas bien du tout quand elle est placée dans les Scorpions. Tout ça, bien sûr, a des explications quand on connaît ce que les planètes représentent et les signes représentent. On voit qu'il y a du sens, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça. Par exemple, les soleils, oui, ils se sentent très bien dans les béliers qui ont un signe un peu d'action. Par contre, ils se sentent vraiment mal dans la balance. La balance, c'est un signe voilà, qui veut que tout soit bien, tous égaux et tout ça. Et les soleils, non, c'est non, non. Pourquoi on va être tous égaux si moi, je suis supérieur à vous? Je suis le roi. Pour les soleils, son signe Mula Tricona, c'est les lions, etc., etc. Voilà, des infos qu'on peut trouver aussi très facilement dans n'importe quel livre du Jyotish. Et super intéressant, ces tableaux où on nous dit pour quelle planète les autres planètes sont des amis ou sont neutres ou sont des ennemis. Et là, j'ai mis une image du Mahabharata, qui est un des livres voilà, de la littérature indienne très, très populaire. Ces livres-là, en concret, ma sœur est là. Et dans ces livres, j'ai trouvé l'histoire qui raconte la naissance des Mercure, que j'avais aussi entendu dans mes cours de Jyotish. Je vais vous raconter très brièvement. Donc, Tara, c'est la femme de Jupiter, Brihaspati. Mais Brihaspati, Jupiter, il est tellement concentré sur ses réflexions spirituelles, ses enseignements, ses élèves, etc., qu'il ne fait pas trop attention à sa femme. Du coup, sa femme va chercher quelqu'un d'autre. Il cherche qui? Chandra, qui est la lune. Chandra, c'est un homme, c'est la forme masculine de la lune. Et avec cette liaison est né Mercure. Donc voilà, pour la Lune, Mercure est un ami, mais pour Mercure, la Lune est un ennemi parce qu'après, Mercure, c'est plutôt Jupiter qui l'a pris comme son père. Et du coup, il ne veut rien entendre de son vrai père, quoi. Donc, dans toute la mythologie ancienne, ce qu'on appelle les Puranas, tout ça est raconté de façon très, très belle, très philosophique, très, très juste aussi. Donc, voilà, je sais que j'ai appris beaucoup avec la formation que j'ai suivie avec Comila. Et après, dans plein de textes, on peut apprendre plein de choses sur cette mythologie qui a derrière ça, qui est, voilà, à mon avis, très belle. Donc, voilà pour ces tableaux aussi qui va nous aider à analyser voilà, la force ou la faiblesse des planètes. OK, Elsa demande qu'est-ce qui veut dire débilitation? Eh bien, c'est quand une planète est dans un signe qui va faire qu'elle est très, très faible. On peut considérer les planètes, des fois on dit que les planètes sont comme des acteurs ou des personnes. Les signes sont un peu les décos qu'on donne à la, comment on dit, au stage, je ne sais pas comment dire en français, à la scène, voilà. Donc, des fois, les acteurs peuvent se sentir très bien dans la scène ou des fois, ils peuvent se sentir mal. Ou voilà, c'est comme si les planètes, ce sont des personnes et les maisons, eh ben, c'est les maisons d'autres personnes. Voilà, imagine ta meilleure amie, tu vas chez elle, tu te sens très bien, mais peut-être quelqu'un avec qui tu t'entends pas trop, tu vas chez lui et tu es un peu inconfortable. Et pour les planètes, c'est pareil. Des fois, ils se sentent très bien, ils peuvent développer toutes leurs qualités super bien. Des fois, ils se sentent pas très bien et du coup, ils vont pas oser exprimer leur énergie, leur signification. Donc, pour notre cas pratique,
de cette femme, la Lune est en Verseau, qui est le signe d'une planète neutre, parce que voilà, pour la Lune, Saturne, c'est une planète neutre. Le Soleil est un Poisson qui est gouverné par Jupiter. Attends, Jupiter, c'est un ennemi pour le Soleil? Non, c'est un ami. Là, je me suis trompée. Signe d'un ami, pas d'un ennemi. Jupiter est en débilitation, parce que pour Jupiter, les Capricornes est son signe de débilitation. Vénus est exaltée. Mercure est dans les signes d'un neutre. Mars est exalté. Et Saturne, qui est un taureau, gouverné par Vénus, il est dans les signes d'un ami. Voilà, là j'ai mis pour le soleil, signe d'un ennemi, je me suis trompée, c'est un ami. Donc, je le répète au cas où. Voilà, maintenant vous savez une idée, et ça c'est très normal. Hein, dans un thème astral, c'est très normal d'avoir quelques planètes exaltées, quelques planètes débilitées, quelques planètes dans les signes d'un ami, d'un ennemi, d'un neutre. Voilà, c'est normal d'avoir un petit mélange de tout ça. Et comme l'a dit surtout ma prof Comila, il n'y a pas de thèmes qui sont bons ou qui sont mauvais. C'est toujours qu'est-ce que tu fais avec ton thème. Maintenant que, voilà, quand vous allez peut-être étudier les Jyotish et comprendre vos thèmes ou les thèmes d'autres personnes, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ces énergies planétaires. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais ou que c'est bien. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, toujours ce côté très pratique, pragmatique. Et pour les différents thèmes, pour chaque ascendant, plus concrètement, on va voir que les maîtres des maisons 1, 5 et 9 sont bénéfiques pour la personne. Voilà, ces maisons-là sont considérées comme des maisons très, très positives. Et du coup, les planètes qui sont les maîtres de ces maisons-là vont être très bénéfiques pour la personne et sont les énergies planétaires qu'on va peut-être renforcer si ces planètes-là sont faibles. Et les maîtres des maisons 6, 8 et 12, surtout à Jyotish, sont maléfiques pour la personne. Donc, elles vont être les principales énergies planétaires qu'on va chercher à pacifier. On peut aussi pacifier les énergies des planétaires, voilà, les maîtres des maisons 2, 3, 4, tout ce qui n'est pas 1, 5 et 9, tous les autres, on va essayer de les pacifier si ça nous intéresse de les pacifier. Et comme j'ai mis aussi plus en bas dans la présentation, on va renforcer ou on va pacifier les planètes qui sont faibles, qui ont peu de force, voilà, qui sont dans des signes qui sont débilités, qui sont dans les signes d'un ennemi ou d'un être, voilà, qui n'expriment pas très bien leur énergie. Et a priori, celles qui sont fortes, qu'elles soient maîtres d'une maison 6 ou d'une maison 1, voilà, ne vont pas a priori avoir besoin d'être renforcées pour les cas des maîtres et des maisons 1, 5 et 9, ni pacifiées pour les cas, voilà, surtout des planètes qui sont maîtres des maisons 6, 8 ou 12. Là, j'ai l'impression que ça complexifie, voilà, un peu les Jyotish. Sophie demande à pacifier comme un dosha annexé. Non, pas forcément comme un dosha annexé. C'est un dosha annexé, c'est voilà, c'est qu'on a trop de vata, trop de pitta, trop de kapha. Là, c'est que l'énergie de la planète est très faible et qu'il faut la renforcer pour qu'elle puisse être plus forte. Je sais que je ne l'explique pas très bien. Si vous faites la formation avec Raphaël, je suis sûre qu'il va l'expliquer beaucoup mieux que moi. Et Elsa demande, c'est pour les cas pratiques ou pour tout le monde? Donc ici, cette diapo, c'est pour tout le monde. Les maîtres des maisons 1, 5 et 9 sont bénéfiques pour tous. Après, voilà, par exemple, pour la dame du cas pratique, les maîtres de la maison 1, c'est Mars, parce que c'est les signes du bélier qui est dans la maison 1. Pour une personne qui a ascendant taureau, qui a les maîtres de la maison 1 qui est Vénus, voilà, la planète change.
Donc, tiens, ça me rappelle que j'avais mis cette photo ici avec Jupiter pour vous dire que Jupiter, en général, il est connu comme les grands bénéfiques. Mais pour certains cas, pour certains thèmes, pour certains ascendants, Jupiter va être une planète négative parce qu'il va être maître d'une maison 6, 8 ou 12. Donc, c'est là qu'on voit que, voilà, que, par exemple, quand on dit ah, il y a Mercure rétrograde, bah, peut-être que pour une personne qui a Mercure très très fort dans son thème, elle ne va pas sentir l'impact des Mercure rétrogrades dans le ciel. Mais pour une personne qui aura son Mercure faible, peut-être qu'elle, oui, elle va le sentir. Donc, c'est ça que j'aime bien aussi avec les Jyotish et avec l'Ayurveda, c'est que chaque personne est différente et tout ce que les Jyotish et l'Ayurveda peut nous apporter comme connaissance de soi et connaissance des autres personnes, voilà, quand on les accompagne dans une consultation. Donc voilà, aussi diapo très très importante. Très bonne question, Stéphanie. Et si une planète est maître d'une maison 9 et 8? On va y arriver. On va y arriver tout de suite avec notre cas pratique. Oups. Parce que ça arrive qu'une planète peut être maître d'une maison bénéfique et d'une maison maléfique. Ici, on voit, j'ai mis en vert les maisons 1, 5 et 9 et en rouge les maisons 6, 8 ou 12. Donc, on voit que les maîtres de l'ascendant, c'est Mars, les maîtres de la maison 5, c'est le Soleil, et le maître de la maison 9, c'est Jupiter. Maintenant, les maîtres de la maison 6 des maladies, c'est Mercure. Les maîtres de la maison 8 de la mort, c'est Mars, plus que tout. Et les maîtres de la maison 12 des pertes, c'est Jupiter. Alors, les Jyotish, c'est très sympa parce que les positifs paient au négatif. Donc, pour cet ascendant bélier, pour cette personne qui a bélier dans l'ascendant, Mars et Jupiter vont toujours être des planètes positives, bénéfiques, même si elles vont être aussi maîtres de la maison 8 et 12. Donc, les positifs paient toujours au négatif. Et voilà, on ne va pas rentrer aujourd'hui, pas du tout, dans, parce que quand on a une planète débilité, la débilitation peut s'annuler. Ça arrive énormément de fois. Donc, encore une fois, il y a plein de choses très sympas pour que voilà, les positifs puissent vaincre le négatif, si on peut dire comme ça. Je vais lire un commentaire un peu long que quelqu'un a écrit. Je sais que les solutions proposées sont souvent reliées à des offrandes aux dieux, mantras à répéter en Inde. Y a-t-il des solutions que nous pouvons adapter à notre culture occidentale? Chantal demande. Alors, on va voir dans la toute dernière partie de la présentation et du cas pratique les remèdes que je propose à cette dame. Et tu vas voir qu'il y a un peu de tout. Il y a des choses plus spirituelles et des choses plus pratico-pratiques. Comme porter une couleur dans ses habits, par exemple, pour renforcer une énergie planétaire. Ou on va voir les huiles essentielles aussi, ça peut faire partie des les dons aux associations, voilà, tout ça, on va le voir après. Voilà. Et dernier concept, avant de passer voilà, plus à mon analyse du cas pratique, parce que là, pour l'instant, on est en train de lire ce qui est écrit dans les cas pratiques, mais pas trop de l'analyser. Ce sont les périodes planétaires. Alors, en Jyotish, on considère que le thème astral représente nos qualités et la façon dont les qualités vont se manifester et les moments aussi où les qualités voilà, d'une planète ou d'une autre vont être plus prédominantes, ou une maison va être plus active que d'autres, et ben, tout ça va dépendre, entre autres, des périodes planétaires. J'ai dit entre autres parce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte, comme par exemple les transits, dont j'ai dit que je n'allais pas parler. Mais je mentionne au cas où il y a des gens qui connaissent voilà, de quoi il s'agit. Donc, voilà, on peut, par exemple, on peut lire un thème et on peut voir, voilà, je ne sais pas, une combinaison qui dit, tiens, cette personne, avec cette position planétaire,
il devrait avoir énormément de succès dans sa carrière, avoir plein d'argent, et ce n'est pas le cas. Et c'est peut-être parce que la planète qui va activer la maison du travail, qui est la 10, ou la maison des profits, qui est la 11, n'est pas très activée, et qu'en ce moment, ce qui est activé dans les thèmes, ce sont d'autres maisons. Donc voilà, ça c'est important à prendre en compte. Et c'est quelque chose, selon ce que j'ai appris dans mes formations de Jyotish, qui est unique au Jyotish, et que par exemple l'astrologie occidentale n'a pas développé ça. Ce qui est compréhensible parce que ces périodes planétaires sont calculées à partir des nakshatras dont je n'ai pas non plus parlé, qui sont, disons que dans le ciel, il y a les 12 signes, mais il y a aussi 27 étoiles au groupe d'étoiles. C'est un peu un niveau plus subtil d'analyse des énergies planétaires et des ciels, du ciel. Donc voilà, les périodes planétaires qu'on appelle dasha en sanskrit, c'est un des points forts du Jyotish et aussi de la Jyotish, parce que ça peut comprendre, tiens, est-ce que cette maladie, pourquoi elle s'est développée à cette période? Est-ce que quels vont être les traitements les plus appropriés? Ou comme disait aussi Raphaël, des fois, est-ce que c'est approprié pour une personne d'aller en Inde, de faire un panchakarma? Il y a des moments qui peuvent être plus favorables et d'autres qui peuvent l'être moins aussi, pour suivre certains traitements importants, comme ça peut être un panchakarma. C'est bien quand on fait un panchakarma qui est une cure qui permet d'équilibrer les doshas en excès, qu'on fasse ça quand on a des énergies favorables, quand on a une influence d'une certaine manière des maîtres et des maisons 1, 5 et 9, et pas trop des maîtres et des maisons 6, 8 et 12. Ok, Stéphanie nous dit qu'elle va nous quitter. Ciao, ciao Stéphanie, merci beaucoup. Et donc voilà, une période planétaire, c'est une période de notre vie qui va être régie par une influence dominante d'une planète. Et pendant cette période planétaire, la planète va activer les maisons qu'elle gouverne, voilà, comme on a vu tout à l'heure. Par exemple, Mercure gouverne les maisons où il y a les signes 3 Gémeaux et les signes 6 la Vierge. Et aussi la maison où la planète est placée. Donc, dans ces tableaux-là, je vous ai mis la durée en année de chaque période planétaire. Voilà, une période Ketu, c'est 7 ans, une période Vénus, c'est 20 ans, Soleil, 6 ans, tac, tac, tac. Total, 120 ans, c'est théoriquement la durée de vie d'une personne en Jyotish. Peut-être qu'à l'époque des rishis, des Védas, il y a des milliers d'années, les gens vivaient 120 ans. Bon, aujourd'hui, on y va, hein, presque. Je ne sais pas dans ce siècle-là si on réussira à ça, mais en tout cas, les personnes qui vivent plus de 100 ans, ce n'est pas très rare de nos jours. Moins rare qu'il y a 50 ans, en tout cas. Donc, voilà, ce sont des longues périodes. Non? Après, il y a des sous-périodes aussi. Mais on va se centrer aujourd'hui que sur les grandes périodes, pour simplifier. Donc, dans le cas de cette dame-là, elle est née dans une période de Rahu, voilà, qui a duré 5 mois. Et après, de ces 5 mois à ces 16 ans, elle était dans une période Jupiter. Après, donc voilà, si on regarde par exemple la période Jupiter jusqu'à 16 ans, quelles sont les maisons qui ont été activées principalement pendant cette période? Ça va être la maison où il y a les signes 9 et 12, donc dans ces cas, les maisons 9 et 12, et la maison où Jupiter est placé, qui est la maison 10. Donc voilà, activer la maison 9, 10 et 12, c'est quand même positif, surtout parce que la maison 9, c'est considéré, et le maître de la maison 9 est considéré comme la planète la plus positive pour la personne, en plus du maître de l'ascendant. Donc voilà, je pense que je n'ai pas demandé à cette femme quand je l'ai fait la consultation, mais j'imagine que ses premières 16 années de vie se sont passées plutôt cool. Après, elle a vécu pendant 19 ans sa période de Saturne. De ses 16 ans à ses 35 ans.
Donc, pendant cette période-là, les maisons qui ont été activées sont surtout les maisons où il y a les signes 10 et 11, Capricorne et Verseau, donc la maison 10 et la maison 11, et la maison où Saturne est placé, qui est la maison 2. Donc voilà, Saturne, qui est une planète pas très négative, on va dire, ni positive ni négative, ni bénéfique ni maléfique, même si des fois, oui, en général, on considère que les maîtres de la 11e maison, ça peut être très difficile. Mais bon, ce n'est pas les maîtres de la 6e, de la 8e ou de la 12e, qui sont beaucoup pires. Donc, OK, de 16 ans à 35 ans, voilà, pas mal. Et après, on arrive à une période Mercure. Mercure, comme on avait vu tout à l'heure, c'est la planète la plus maléfique pour cette personne, pour cet ascendant bélier, parce qu'il est le maître de la maison 6, sans être maître d'une maison 1, 5 ou 9. Et là, voilà, il a commencé en 2008 et il va finir en 2025 sa période de Mercure. Et après, en 2025, il va commencer sa période de Ketu. Voilà, Ketu qui est placé dans la 3e maison et qui est le co-ruler, la planète qui co-gouverne la maison 8. Il faudrait peut-être faire un peu attention aussi à la maison 8 à ce moment-là. Donc, maintenant que vous connaissez le langage du Jyotish et que j'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête ou mal à la citrouille, comme le dit beaucoup Raphaël, comment est-ce qu'on peut interpréter tout ça, voilà, dans ces cas pratiques d'Ayur Jyotish dont je vous ai mentionné au début? On va faire un petit rappel. Donc, l'exercice, c'est analyser les thèmes d'une personne dont vous connaissez les pathologies et l'historique de la maladie, expliquer les positions planétaires à l'origine du développement des pathologies, montrer comment le développement des pathologies est lié aux périodes planétaires que vous connaissez maintenant, et proposer un programme de rétablissement de la santé basé sur les remèdes du Jyotish. Donc, on va voir l'analyse que j'avais fait pour les cas pratiques et qui a été corrigée par Raphaël. Donc voilà, je répète, femme, 49 ans, février 2013, cancer du sein diagnostiqué, plusieurs opérations et traitements de 2013 à 2017, radiothérapie, chimio ou chimiothérapie. Et aujourd'hui, son état de santé est correct et elle a un traitement d'immunothérapie tous les 21 jours. Comment est-ce qu'on explique voilà, tout ça en analysant les thèmes astrales de cette femme? Donc voilà, ici, vous voyez les thèmes des Landes du Nord, les thèmes du Landes du Sud, voilà pour les gens qui sont habitués à voir ça, et les dachas actuels, la période planétaire actuelle qui est Mercure et qui est aussi la période où la maladie s'est développée. Voilà, c'est ça les infos que j'ai utiliser pour répondre aux questions du cas pratique. Donc, tout d'abord, ce que je fais, ce qu'on conseille de faire, avant de passer au tout d'abord, tout d'abord, c'est, voilà, on prend conscience que c'est un ascendant bélier, parce qu'il y a les signes 1 dans la maison 1. Et que pour cet ascendant, quelles sont les planètes positives? Mars, qui est le maître de l'ascendant, le Soleil, maître de la 5e maison, et Jupiter, maître de la 9e maison. Voilà. Et quelles sont les planètes négatives? Mercure, qui est maître de la 6e maison, et aussi la 3e. Mars, qui est maître de la 8e maison, mais comme il est une planète positive, elle ne va pas être une planète négative. Et Jupiter, pareil, il est maître de la 12e, mais comme il est aussi maître de la 9e, eh ben, ce n'est pas une planète négative. Donc voilà, pour l'ascendant bélier, c'est surtout Mercure qui est une planète négative. Ok, très bonne question d'Anne-Sophie. Tout le monde est en période planétaire sur Mercure jusqu'à 2025? Non. Ça, c'est les périodes planétaires sont propres à chaque thème, à chaque personne. Si cette personne était née 1 heure plus tard, bon, peut-être pas 1 heure, si quand même, peut-être 1 heure plus tard ou 2 heures plus tard, les périodes planétaires auraient sûrement pas mal changé, ou un jour plus tard. Je ne sais pas en fait à partir de quand on peut changer pas mal la période planétaire, mais ça dépend du thème de chaque personne. Donc voilà, cette femme était née en période Rahu,
moi, je suis née en période de la Lune, par exemple, et en ce moment, je suis en période Jupiter, et dans quelques années, je vais être en période de Saturne. Donc, ça dépend de chaque thème. Ce qui affecte tout le monde, ce sont les transits dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. Les transits, c'est le placement des planètes dans le ciel actuellement. Ça nous affecte tout le monde, mais de différentes façons. Voilà, comme je disais tout à l'heure, si Mercure maintenant est rétrograde ou est dans un signe, ça ne va pas avoir les mêmes impacts pour mon thème, pour moi, que pour une autre personne, parce que notre Mercure va avoir une force différente et va être placé dans des signes, dans des maisons différentes, etc., etc. Voilà, encore un concept de base, mais voilà, je n'ai pas voulu trop parler de ça pour ne pas trop faire trop longue la présentation. Tiens, il est déjà 20 heures. Je pensais que ça allait durer plus d'une heure. Du coup, dans l'analyse des bases, je commence toujours par analyser la force du maître et de l'ascendant, de la Lune et du Soleil. Voilà, ce sont les 3 planètes, on va dire, les plus importantes pour n'importe qui. Donc, dans ces cas, les maîtres de l'ascendant, on avait vu qu'il est placé, qui est Mars, qui est placé à maison 10 en Capricorne. Et les Capricornes, très bonne nouvelle, c'est les signes d'exaltation de Mars, donc c'est un maître de l'ascendant très très fort. En plus, concept un peu aussi niveau avancé, Mars en maison 10, il adore. Voilà, les planètes peuvent avoir des signes qu'il adore, mais aussi des maisons qu'il adore. Et la maison 10, c'est la maison préférée de Mars. Donc, nickel. Et il est avec Jupiter. Je ne vais pas trop parler des conjonctions. Les conjonctions, c'est quand il y a 2 ou 3 ou 4 planètes qui sont dans la même maison. Mais juste, voilà, les mentionner parce que voilà, ils sont ensemble. Et aussi, voilà, Jupiter est maître de la 9e maison. Donc, que les maîtres de la première et de la 9e maison soient ensemble, c'est très, très positif. Très bénéfique. La Lune. La Lune, elle est la maître de la 4e maison, voilà, parce que dans la 4e maison, il y a les cancers. Elle est placée en maison 11, en Verseau, Saturne, voilà, c'est le maître de la 11e maison, c'est une planète neutre pour la Lune, comme on avait aussi vu tout à l'heure. Et la Lune, elle est placée avec Mercure, qui est la planète la plus négative pour cette personne. Donc, on peut dire que la Lune est un peu faible dans ce thème. Et le Soleil, qui est maître de la 5e maison, placé en maison 12 en Poisson, et qui est un ami, Jupiter est un ami pour le Soleil, et il est placé avec Vénus, et donc on considère aussi que le Soleil est plutôt fort. Voilà, pas si fort que Mars, mais il est fort. Donc voilà pour cette première analyse de base du maître et de l'ascendant de la Lune et du Soleil, que voilà, c'est conseillé pour tout le monde de commencer par ça. Et maintenant, en Ayurvédique, on va analyser les maîtres des maisons 6, 8 et 12, la maison de la maladie, de la mort et des pertes. Donc, pour Mercure, qui est le maître de la maison 6, il est placé en maison 11 en Verseau. Saturne, c'est une planète qui est le maître voilà, de la maison 11, c'est une planète neutre pour Mercure, et il est placé avec la Lune. Voilà, il n'est pas très fort, Mercure, il est plutôt faible aussi. Et après, pour les maîtres de la maison 8, on a vu que c'est Mars, les maîtres de l'ascendant, donc voilà, qui est au final une planète positive. Et pour la maison 12, c'est Jupiter, qui est aussi le maître de la 9e maison, donc une planète positive. Mais voilà, si on analyse sa position, il est dans les signes du Capricorne, qui est son signe de débilitation. Donc, on peut dire qu'il n'est pas très fort, même si de par l'effet d'être placé avec Mars qui est exalté, sa débilitation est annulée. Cependant, en Ayurvédique, une planète débilitée peut toujours donner des problèmes de santé. Pas peut-être pour d'autres aspects représentés par Jupiter, mais pour tout ce qu'il représente au niveau de la santé, de l'Ayurvédique, ça oui, ça s'applique. Quand on parle de pertes, on parle de quoi exactement? Tout ce que tu peux perdre, des amis, de l'argent, de la santé, ta femme, perte en général. Voilà, pour les significations spécifiques
des maisons, des planètes, des signes, etc. Bon, les signes, je n'ai pas trop parlé aujourd'hui, mais voilà, ça, quand vous faites une formation complète en Jyotish, vous passez des heures et des heures à voir la signification de chaque maison, de chaque planète, etc. Aujourd'hui, c'était très, très basique, quoi. Donc, aussi, voilà pour cette analyse des maîtres et des maisons des maladies qu'on appelle maisons 6, 8 et 12. Et on fait aussi l'analyse des périodes planétaires. Donc, quand la femme a été diagnostiquée du cancer du sein en 2013, février 2013 exactement, eh ben, on voit voilà, qu'on était dans une période Mercure et une sous-période Vénus. Je n'ai pas voulu trop parler de la sous-période, mais ça a aussi une influence, bien sûr. Et on a vu voilà, que Mercure est la planète la plus négative pour cette personne. Donc, pendant toute cette période, les maisons activées sont la 3, qui nous intéresse peu en Ayur Jyotish, la 6, qui nous intéresse beaucoup, et la maison 11, où Mercure est placé avec la Lune. Et la Lune, c'est la planète qui est toujours en lien avec les maladies des seins, comme les cancers du sein. Donc, ça explique, voilà, que pendant la période Mercure, la personne a pu se développer ça. Dans une autre période, comme on a vu tout à l'heure, dans la période Jupiter, ça aurait été très compliqué que cette planète et cette maison étaient activées, mais pendant la période de Mercure, eh ben, il y a beaucoup plus de chances. Voilà. Et aussi, Mercure et la Lune, ce sont les deux planètes qui peuvent se laisser influencer par ce qui est à côté d'eux. Donc, le fait que Mercure soit avec la Lune, bah, ils vont s'influencer mutuellement. C'est presque comme s'ils fusionnaient en quelque sorte et qu'au final, ils vont agir de la même façon. Donc, voilà. Mais la Lune va en quelque sorte agir comme Mercure et Mercure comme la Lune. Si Mercure était avec Jupiter, alors Mercure agirait comme Jupiter. Si la Lune était avec Mars, la Lune agirait avec Mars. Mais comme ce sont la Lune et Mercure, les deux planètes qui miment ce qui est à côté, et ben ils vont se mimer un peu mutuellement. Ce qui a aidé cette femme à traverser son parcours et à ne pas mourir aussi, entre autres, c'est qu'elle a un ascendant, un maître de l'ascendant très très fort, comme on avait vu tout à l'heure. Mars est extrêmement fort pour cette femme. Aussi, voilà, quand j'ai parlé avec elle, on voyait sa force de vie qu'elle avait en elle, sa force pour se battre, voilà. Donc, avoir un maître si puissant, un maître de l'ascendant si puissant l'a aidé énormément. Et aussi, elle m'avait dit que quand elle était diagnostiquée de ça, je ne sais pas si c'était avant ou après, mais elle s'est mise à la méditation très, très sérieusement. Et la méditation, c'est un des meilleurs remèdes pour la lune, pour les mentales. Donc, aussi, très, très bonne chose qu'elle a faite pour pacifier sa lune, qui était la principale planète responsable du cancer du sein. Je vois qu'il y a une question, je vais la lire. Avoir des maladies durant notre vie sont écrites, on ne peut pas y échapper. Si, on peut y échapper si on pacifie. Bon, des fois non, parce que des fois ça fait, on va dire, partie de notre karma. On peut considérer aussi qu'il y a des maladies plus karmiques que d'autres, c'est-à-dire des maladies qui, en quelque sorte, comme tu dis, Elsa, qu'elles sont écrites et que voilà, on va vivre. Et il y en a d'autres qui sont moins écrites et que nous, on peut développer par nos actions présentes. Voilà, si, je ne sais pas, on boit 6 cafés par jour et qu'on a de l'acidité de l'estomac ou je ne sais pas quoi, bah, peut-être que ça, c'est la cause. Mais des fois, c'est à cause du karma qu'on a accumulé dans des vies passées. Dans ma formation des Jyotish, Ayur Jyotish que j'ai commencé en avril, on a vu un cas de Michael J. Fox, J. Fox en espagnol, l'acteur de, on dit Retour vers le futur, on dit en français, ou vers le passé, Regreso al futuro.
Retour vers le futur, et ben lui, il a la maladie de Parkinson depuis longtemps. Et dans l'analyse qu'on a fait de son thème, notre prof nous a dit que pour lui, c'est plus quelque chose de karmique et qu'il a très, très bien, on va dire, répondu à sa maladie parce qu'il a créé une fondation pour aider les gens qui ont du Parkinson, etc. etc. Donc, voilà, des fois, c'est plus ou moins écrit. Et après, voilà, on peut voir que ça peut avoir du sens aussi si c'est pour aussi aider d'autres personnes, pour payer son karma, etc. Question de Chantal, les dharmas est relié à Ketu, à Rahu et les karmas par Ketu, c'est ça? Non, pas du tout. Les dharmas, il y a des maisons de dharma. Pour les karmas aussi, il y a des maisons, il y a des planètes, il y a des yogas, des situations. Ne pense pas que c'est si simple que ça. On dit que, voilà, que l'axe, là où Rahu et Ketu sont placés, on appelle ça l'axe karmique, qui est une autre notion très intéressante, qui existe aussi, je pense, dans l'astrologie occidentale, c'est-à-dire que Ketu, qui est notre nœud lunaire, comment dire, sud, en astrologie occidentale, je pense qu'on dit comme ça représente ce qu'on a vécu, ce qu'on a appris dans les vies passées. Et Rahu, c'est plus vers qu'est-ce qu'on doit attendre, entre guillemets, dans cette vie. Donc, par exemple, pour cette personne-là, qui a Ketu dans les signes des Gémeaux, eh ben, elle a appris très bien dans sa vie passée à expérimenter ce qui représente les Gémeaux. Et ce qu'elle a appris à apprendre pour cette vie, c'est plutôt ce qui représente les signes 9, qui est les Sagittaires. Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet à part entière. Maintenant, on finit avec les remèdes. Donc, quels sont les remèdes que moi, je conseille à ces dames sur la base de ce qu'on a vu? Voilà, je répète, on n'a pas vu, par exemple, les transits, mais sur la base de ce qu'on a vu, et ben, toujours dépacifier la Lune parce que c'est la principale planète qui est affectée quand on a un cancer du sein. Voilà, et elle a toujours ces traitements en immunothérapie. Donc, pacifier la Lune, ça va fortement l'aider. Et aussi, la Lune, dans l'idiotisme et la diurgiotisme, c'est la planète la plus importante. Donc, on a toujours intérêt à appliquer des remèdes pour la Lune. D'ici la fin de la période Mercure, qui est mai 2025, et ben, ça va être très intéressant de chercher à pacifier cette énergie maléfique de Mercure, qui est le maître de la 6e maison. Et d'ici la fin, parce que maintenant elle est en période Mercure-Jupiter, et ben, quand on est dans la sous-période d'une planète bénéfique, et ben c'est bien de renforcer cette énergie si elle n'est pas très forte. Et on avait vu que Jupiter est en débilitation. Donc, vous cherchez à renforcer Jupiter, ça va être positif. Ok, Elsa demande comment savoir les planètes à pacifier. Alors, les seules planètes à renforcer, ce sont les maîtres des maisons 1, 5 et 9, si elles sont faibles. Sinon, tous les autres, elles sont plutôt à pacifier. Donc voilà, on va avoir des remèdes de renforcement et des remèdes de pacification. Et je vais vous donner des exemples des remèdes de pacification de la Lune et de Mercure et des remèdes de renforcement pour Jupiter. Je sais, c'est complexe. Et j'essaye de l'expliquer de la façon la plus facile à comprendre. Et aussi, Elsa, voilà, comment savoir les planètes à pacifier? Bah, on fait très attention aux périodes planétaires. Voilà, on est en période de Mercure, et bah, c'est obligatoire de chercher à pacifier Mercure. Donc, comment est-ce qu'on peut pacifier la Lune? Alors, il y a des remèdes, et les remèdes pour la Lune sont à réaliser davantage les lundis, parce que les lundis, Monday en anglais, Monday, c'est le jour de la Lune. Donc, la méditation, ce que cette femme pratique déjà, donc voilà, je l'encourageais à continuer, même si je ne l'avais pas dit, elle allait continuer aussi de toute façon. Les Bhakti Yoga, qui est le yoga de la dévotion,
voilà, des chants vers, je sais pas, les dieux Ganesha, la déesse Lakshmi, faire des rituels, choses comme ça. Les bénévolats ou les dons auprès des mamans ou des vaches. Voilà, et les mamans, c'est la figure de la mère est représentée par la lune et la vache est aussi un animal relié à la lune. Voilà, chaque planète aussi a des animaux reliés. Et jeûner aussi, c'est un bon remède pour pacifier la lune. Voilà, peut-être pratiquer un petit jeûne intermittent les lundis ou choses comme ça. Je sais que par exemple, Raphaël, il ne fait pas des consultations les lundis parce que comme ça, il pacifie aussi ou il fait une remède pour sa lune à lui. Il y a plein de gens aussi voilà, qui décident de jeûner le lundi pour pacifier leur mental ou émotion, voilà tout ce qui représente la lune. Comment on pacifie? Bon, c'est quelques exemples des remèdes. Apparemment, il y a des livres qui sont écrits. Donc là, je vous mentionne quelques-uns, plus ou moins aussi pratico-pratiques occidentaux, comme demandé tout à l'heure, je pense que c'était Chantal. Comment on peut pacifier Mercure? Alors, on peut faire voilà, tous ces remèdes et des préférences, surtout les mercredis. On peut le faire aussi des autres jours, mais les mercredis, ça aura beaucoup plus d'impact parce que c'est les jours de Mercure. On peut faire des pranayamas. Je dirais en particulier Nadi Shodhana, la respiration alternée qui équilibre très bien le système nerveux qui est relié à Mercure. Du Jnana Yoga, qui est le yoga de l'apprentissage, etc. Et je me rappelle que j'ai demandé à cette dame quand on a fait cette consultation et que je lui ai présenté les résultats de mon cas pratique. Et elle m'a dit qu'elle allait démarrer une formation de prof de yoga. Et je dis, eh ben, c'est nickel, parce que tout ce qu'elle va apprendre, c'est du Jnana Yoga. Voilà, tout ce qui est étude un peu de quelque chose, voilà, d'une discipline védique. Si on apprend l'astrologie, c'est du Jnana Yoga, l'Ayurveda, les Vastu, qui est la science de l'espace, etc. Tout ça, c'est du Jnana Yoga. Si on apprend la Bible, c'est du Jnana Yoga aussi. Et aussi pour pacifier Mercure, faire du bénévolat ou un don d'argent auprès des associations qui œuvrent pour les étudiants ou pour les chats ou les félins en général, qui voilà l'animal relié à Mercure. Ou aussi on peut faire des activités qui sont en lien avec la voix, la communication, les chants, voilà aussi en lien avec Mercure. Et pour renforcer Jupiter, on va préférer voilà, faire ça surtout les jeudis. En chromothérapie, voilà, on joue beaucoup avec les couleurs aussi en astrologie. On peut porter la couleur jaune, qui est la couleur de Jupiter. Ça renforce cette énergie-là. On peut jouer avec la lithothérapie, les pierres, en pierre précieuse d'une coût assez cher, du saphir jaune, des pierres plus accessibles ou aséquibles, topaze jaune, citrine, ambre, opale jaune. Voilà, ces énergies renforcent Jupiter. En aromathérapie, on peut diffuser des huiles essentielles d'ambre, lotus, laurier ou romarin. Et on peut aussi chanter un mantra pour Jupiter. Il y en a plusieurs. Il y a des petits, il y a des longs. Des petits, on peut faire Om Brihaspataye Namaha 108 fois. 108 fois, voilà, c'est quand on a un mala, il a en général 108 petites boules. Om Guruve Namaha, parce que voilà, Guru et Brihaspati, ce sont les noms de Jupiter en sanskrit. Et voilà, très très important, prendre en compte que les remèdes pour renforcer, voilà, uniquement à faire, surtout en ce qui concerne la lithothérapie, pour les maîtres des maisons 1, 5 et 9. Pour les autres, c'est mieux d'autres remèdes qui ne sont pas en lien avec la lithothérapie et tout ça. Les mantras peuvent aussi être utilisés pour pacifier des énergies, mais là, j'ai juste mentionné ça. Des questions ou des retours, si vous savez mal à la tête, si vous savez rien compris, c'est bien aussi de les savoir. J'espère que ce n'est pas le cas. Voilà, j'ai reçu un message privé de quelqu'un qui avait dit que voilà, qu'elle partait parce que c'était un peu compliqué. Je comprends.
Mais je vous écoute et après, Shaima vous parlera aussi brièvement du cursus d'Ayurveda avec Raphaël qu'il va faire en collaboration avec Ayurveda et Conscience. Voilà, hop, j'arrête les partages. Voilà, je suis ouverte voilà, soit des questions, soit si vous voulez partager vos ressentis sur cette conférence dans les chats ou dans les commentaires pour les personnes qui regarderont plus tard les replays sur YouTube. Ok, Chantal dit très sympa, que ça donne envie d'en savoir plus. C'était le cas pour moi aussi. Shaima, tu es peut-être là aussi pour... Oui. Ok, aussi voilà, Amandine dit complexe mais passionnant. Merci pour le partage. Oui, c'est très très complexe. C'est un apprentissage à faire par compte-gouttes pour bien l'intégrer, bien comprendre des choses. Et pour moi, l'Ayurveda est un super outil ou ensemble d'outils super bien pour mieux se connaître et prendre soin de soi. Et les yotis, ça va voilà, un niveau de subtilité un peu plus précis. Disons que dans les thèmes, on peut comprendre pourquoi on a notre profil ayurvédique. Ça, on peut la prakriti, les profils ayurvédiques, s'expliquent en lisant les thèmes astrales. Et on peut trouver justement notre constitution de naissance dans notre thème astral? Oui. D'accord, ok. Donc, ça peut venir confirmer en fait. Donc c'est un Voilà, super bon outil en ça fait. vient confirmer aussi, voilà, disons que chaque planète aussi et chaque signe est lié plus ou moins à chaque dosha. Voilà, les soleils, c'est Pitta, les lions, c'est Pitta, Cancer, c'est plus Kapha, la Lune aussi, c'est plus Kapha, etc. Saturne, c'est plus Vata. Et du coup, on comprend voilà, pourquoi on a notre profil et aussi, voilà, est-ce qu'on a plus de Pitta pour Mars ou pour les soleils? On peut aussi comprendre ça et comprendre, voilà, parce que aussi toutes les personnes Pitta ne sont pas pareilles, ou toutes les personnes Vata ou Kapha. Du coup, on comprend voilà, certaines choses plus en détail en analysant les positions voilà, de certaines planètes dans notre thème astral. Surtout, tout ce qui impacte la maison 1 est très, très en lien avec la Prakriti. Aussi, Corinne dit, à revoir un replay tranquillement avec des pauses, oui. Peut-être un des fois même. Un jour jusqu'au cas pratique et le lendemain, la suite. Et du coup, j'ai mis dans le fil de conversation tout à l'heure, j'ai mis le site que tu avais conseillé tout à l'heure. Alors, je le remets, dis-moi si c'est bien celui-là. Ah, C'est pour l'outil. oui, pour du coup avoir la carte, enfin la charte, Voilà, pardon. c'est ça. Tu as mis, C'est ça? voilà, vedicastrologer.org, c'est l'outil Jagannatha Aura, c'était l'outil que Raphaël conseillait parce que voilà, c'est un outil gratuit pour la formation d'Ayurvédis. Je pense que ça va être les mêmes pour cette promo qui démarre en juillet. Donc oui, c'est bien celui-là. Ok, bon bah parfait. Donc voilà, il est sur le fil de discussion. Ouais, il est sur le Vous fil. voulez, Peut-être aussi à les mettre sur YouTube, dans un commentaire. ouais, Quand ouais, la oui. vidéo sera sur la chaîne de Ayurveda et Conscience. Quelqu'un d'autre a dit quelque chose? Ah oui, Marie-Hélène, super intéressant. Et elle compte approfondir, peut-être avec Raphaël. Très bien. D'accord. Ah oui, et du coup, on a aussi, vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube de Ayurveda et Conscience. Il y a justement Raphaël qui a fait une vidéo explicative. Donc, si vous voulez aller voir, voilà, elle est sur notre chaîne YouTube. Donc, elle dure une vingtaine de minutes, je crois. Oui, oui, c'est vrai. Donc, elle est super intéressante. Donc, en plus, elle a été faite par Raphaël lui-même. Donc, vous pouvez aller la consulter si vous souhaitez. Et donc, oui, par rapport au cursus, donc s'il y en a qui souhaitent poursuivre le cheminement de l'apprentissage du Jyotish, de l'Ayur Jyotish, donc l'école, effectivement, propose la formation.
Donc, c'est en juillet. Alors, je vous redonne les dates. C'est du 16 juillet au 2 octobre. Alors, attention, c'est que des week-ends. Donc, en fait, c'est 1, 2, 3, 4 week-ends. Donc, avec Raphaël Kalef. Donc, si vous voulez, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez venir nous poser directement, soit par mail, soit directement sur Instagram ou Facebook. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Elle est en présentiel et en ligne ou juste en ligne? Elle est juste en ligne. D'accord, Ouais, ok. elle est juste en ligne. Et ouais, voilà, donc c'est sur 4 week-ends. Elle est en ligne. Et après, ça sera, je pense, la première et la dernière formation de Jyotish avec Ayurveda et Conscience. Donc voilà, en tout cas, merci à toi aussi, du coup, Natalia, pour la présentation. Avec plaisir. C'était la première présentation en conférence voilà, que je donne à ce sujet. C'est vrai que ça fait maintenant un petit moment que je me forme, mais comme j'ai d'autres priorités, surtout dans l'Ayurveda, je n'avais pas pris le temps encore pour partager. Du coup, voilà, merci à toi et à Joyce de m'avoir proposé ça parce que bon, j'ai mis presque 3 jours à tout préparer. J'ai changé la présentation pas mal de fois parce que c'est complexe, c'est un challenge, quoi. Bon, une Très heure et complexe, demie, ouais. c'est long, mais on ne peut pas faire mieux, je pense, quand on Ouais. présente un cas pratique pour les débutants, presque du début à la fin, voilà. En fait, c'est très complexe, mais c'est vrai que c'est très intéressant et ça permet aussi de se découvrir Mm. et d'apprendre à se connaître. Et du coup, dans le cadre de l'Ayur Jyotish, de donner des traitements qui sont adéquats à la personne et à la situation. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Mm. Et c'est un super outil en tant que praticien en Ayurveda. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Oui. Bah, écoutez, si je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Non, je pense pas. Le problème, c'est que l'application... Ah, je pense que oui, Chantal, je ne sais pas si Diaganata Aura, on peut l'utiliser sur Mac. Je pense qu'il y avait une astuce, mais je ne me rappelle pas. Peut-être envoie un email à Raphaël et demande de lui à voir. Alors là, c'est pour Euh, l'application ou c'est le... Non, c'est pas le site que j'ai mis. C'est une application, c'est ça? Où il faut je ne sais pas télécharger. parce qu'elle a dit sur un PC Microsoft et non sur un Apple. D'accord. Si, c'est sur le site, hein. J'ai été voir, j'ai essayé de télécharger et Ah, d'accord. je ne peux pas le télécharger parce que j'ai un Mac. Et... Ah, bah, je Bah, vais je vous pense qu'il y a envoyer. une astuce, mais je ne me rappelle pas. Moi, j'ai PC, donc je ne sais pas. Moi, c'est en .exe, donc tout ce qui est .exe, ben, en fait, Apple ne le reconnaît pas. Ah oui, moi aussi, ça me fait la même chose, effectivement. Alors, Mm. Ah ouais, c'est un peu problématique, ça, du coup. Je pense qu'il y avait une astuce, mais je ne me rappelle pas parce que j'ai PC. Mais Sinon, je peux demander à Raphaël. Du coup, ouais, qui est-ce qui a posé la question? c'est Chantal. moi, c'est Chantal, oui. D'accord. Et où est-ce qu'on peut vous recontacter, du coup, si j'ai la réponse? Natalia a mes coordonnées, Oui, mais je peux te les donner, comme ça, voilà, on ne les partage pas comme ça. D'accord, ok. comme je fais partie de la FFA, Natalia, puis on se connaît. D'accord. Mais sinon, Shaima, si tu as sa réponse, peut-être que aussi dans la description de la vidéo sur YouTube, tu pourras Oui, l'ajouter, ou oui, je dans vais un la partager. commentaire, ou choses comme ça, comme ça. Bon, bah, effectivement, je vais la partager. Aucun souci. Mais oui, effectivement, moi aussi, j'ai le même souci, donc c'est un petit peu problématique. Mais Moi, sinon, voilà, commencer par des applications sur téléphone, ça peut marcher aussi. Ouais. Et du coup, tu as quoi comme application sur le téléphone? Alors, moi, j'ai Android et j'ai Jyotish App. D'accord. Je vais regarder si... Mais je sais que pour iPhone, il y en a une qui me semblait être meilleure, mais je ne me rappelle pas de laquelle. D'accord. Alors, attends, je vais regarder. Jyotish Dashboard. Ah, peut-être, mais je ne suis pas sûre. Je devrais. Après, il n'y en a pas 50 000 de toute façon. Ouais. Alors, si j'ouvre peut-être mon premier cours la avec. Yotish Dashboard, elle est à 10 euros. Oui, mais voilà, ça, c'est pas. Ah bon? Parce que Ça vaut le coup, quoi, pour moi, elle est avoir. gratuite. Mais oui, je vois qu'il y a. Bah, en fait, ça dépend laquelle. Il y en a une Ah qui oui, est c'est ça. Parce que moi, j'en Des ai fois, une c'est gratuit pour ne pas avoir des pubs ou choses comme ça. Ouais, c'est ça. preview. Après, oui, c'est vrai qu'il y en a quand même. Il y a Ma Jyotish aussi. Mm. Ah, voilà, c'est Duty Dashboard, c'est celle que Camilla utilise avec iPhone. D'accord, ok. Bon, bah, je vais essayer. Utiliser celle-là, moi aussi. Merci, Natalia, c'est chouette, hein.
Merci Chantal merci et beaucoup. merci à toutes d'être là. Voilà, les replays sera dispo. Donc, n'hésitez pas pour les personnes qui regarderont plus tard à écrire des commentaires ou à m'envoyer un email ou autre pour me donner votre avis sur la présentation. Tu la mettras sur ta chaîne YouTube aussi? Je sais pas, parce que si elle est sur la chaîne de Ayurveda Conscience, comme ça, j'invite les gens à Ouais, aller là-bas. Ouais, d'accord. voilà. Ok. Bah, merci beaucoup du coup Natalia pour Avec cette grand super belle plaisir. présentation. Et puis bah, merci à toutes parce que je crois qu'on n'était que des femmes Oui, peut-être. d'avoir assisté à cette conférence. Et puis bah, à très bientôt. À bientôt. Ciao, À ciao. bientôt, bonne soirée. Salut Nathalie. Merci. À Salut. bientôt.